mettez donc le sang, vous regardez. Ça vous perturbe toujours que le reflet dans le sang est celui de votre forme, Krynos. Et lorsque vous relevez les yeux après avoir fait cette courte incantation, vous êtes ailleurs. Tout autour de vous est maintenant vaporeux. Vous voyez que la maison prend la forme que vous aviez déjà vue les premières fois où vous avez traversé l'Umbra avec votre mentor. Mais étonnamment, ces couleurs sont maintenant ternes. Vous voyez que peu à peu, les murs s'effritent continuellement et puis vous percevez aussi que le sang coule comme un torrent de l'étage dans l'escalier. L'escalier qui est tordu sur lui-même, comme si vous saviez qu'en haut, il y avait quelque chose de terrible. Il est inquiétant. Il y a des bruits aussi. Des bruits qui pourraient ressembler à ceux d'oiseaux, mais pour vous ressemblent plus à des rires sinistres qui résonnent. Vous ne reconnaissez clairement pas l'Umbra que vous aviez déjà visité ici. Le lieu a déjà été changé par votre ressenti, par la douleur, la souffrance terrible qu'a ressenti votre mentor, l'Arme-Sang. Vous ne comprenez pas comment ça peut avoir autant d'impact et en même temps, une partie de vous comprend parfaitement. C'est une véritable fracture dans le monde spirituel de perdre un garou et d'autant plus quand ses proches le constatent. Que cherchez-vous à faire ? Tu te souviens de ce que l'Arme-Sang nous a appris sur l'Umbra? On peut peut-être essayer de communiquer avec quelque chose. Il y a tellement de sang ici, je pense que on peut peut-être essayer de contacter l'esprit de ce sang qui coule depuis l'étage. Vous vous approchez donc de cette sinistre cascade, Carmon. Vous faites, encore une fois, un rituel qui vous a été enseigné par votre mentor. Quelques mots et un symbole que vous tracez dans l'air qui se trace comme lorsqu'on passe son doigt sur de l'eau. Et du sang sort une forme étrange qui ressemble plus à une sorte d'oiseau au long cou. Un peu comme ce héron, mais ses yeux sont multiples. Et il vous regarde et vous demande « Pourquoi m'appelez-vous » On vient de perdre un être cher. On veut savoir comment. Je ne peux pas vous aider tant que les choses ne sont pas en ordre. Ici, sa maison n'est plus. Ne l'empêchez pas de retourner chez lui. Ici, sa maison n'est plus, ne l'empêchez pas de rentrer chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Il faut lui dire au revoir proprement. Il faut qu'on le laisse partir. Je pense que les garous ont des rituels particuliers. Tout à fait, vous avez un rituel par rapport à une sorte de funérailles. Vous savez que le vrai rituel demanderait une assemblée. Mais plus vous attendez, et puis vous n'allez pas non plus demain amener le cadavre de votre mentor, enfin la logistique ne le permet pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites quelque chose que vous avez mis de côté lorsqu'il vous l'a appris. Parce que vous n'avez jamais pensé au fait qu'un jour vous aurez à
faire ce rituel, et encore moins pour votre mentor. Vous prenez donc le temps de faire ce rituel. Ça vous demande un petit peu de volonté et vous le faites, lui permettant ainsi de reposer et de partir rejoindre Gaïa. Vous retournez vers l'esprit. Il semble plus calme, plus apaisé dans ses mouvements. Qui plus est, le sang est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme dans ses mouvements. Ce n'est plus un torrent. C'est une mince rivière qui commence à se tarir. Et lui aussi, l'esprit semble plus fin, moins brutal, peut-être moins dieu, et un bec plus large. Une apparence un peu moins agressive. Il vous regarde et il fait « Pas 1, pas 3, ni 4. Ils étaient, de simples peaux ils avaient, repartis avec une 3e. Animés par la cupidité, pas par le destructeur. Ils savaient. Ok. Je le remercie comme l'arme sang nous a appris. Vous faites donc les formules de politesse et vous fermez cette conversation. L'esprit repart, la rivière disparaît. Les murs continuent de s'effriter autour de vous et vous essayez de revenir, tout simplement. Car vous savez que si vous restez trop longtemps dans l'Umbra, même si vous n'êtes qu'au goulet, à premier niveau de l'Umbra, vous savez qu'il risque de se passer des choses plus dangereuses, plus pernicieuses et surtout littéralement pour votre vie, votre volonté peut-être amenuisée dans ce lieu au fur et à mesure du temps. Vous le quittez donc. Le rituel du retour est beaucoup plus simple, il suffit de reprendre ce miroir, le regarder à nouveau et reprononcer quelques mots. Quand vous revenez, le sang ne macule plus le miroir. En sortant, vous vous rendez compte que déjà il est plus tard que vous ne le pensiez. Mais surtout, il vous reste à enterrer. J'allais dire, avant de sortir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le corps parce que... Le corps, vous pouvez l'enterrer selon, encore une fois, en suivant la suite du rituel, tout simplement, dans le réel. Et puis, surtout, après avoir fait ça, vous réalisez ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Vous prenez conscience, maintenant, de tout ça. Car, en l'enterrant, eh bien, vous faites face à la réalité. Vous avez donc tous les deux obligation de réagir, soit par l'arano, c'est-à-dire une forme de dépression, de perte du loup, soit par l'oglosk, une rage pour la rage, une rage pour la vengeance, pour la violence pure. Dans mon cas, il n'y a aucun doute, je laisse place à ce sentiment de revanche, de violence et de rage. Moi aussi. Tous les deux, vous terminez le rituel. Dans la rage, dans la violence, vous laissez échapper des hurlements qui terrifient animaux et humains à des kilomètres à la ronde. La lune sera rouge ce soir. Vous laissez courir votre rage et vous traquez des bêtes. Et vous les éviscérez littéralement. Vous prenez ces tripes et vous les jetez sur des véhicules, des choses comme ça. La sombre bête est libérée. Il n'y a pas de réflexion. C'est purement de la réaction, de la violence. Certaines maisons, des gens qui vous posent des problèmes dans votre vie, vous savez, le voisin qui fait quelque chose qui vous saoule un petit peu, etc. Vous les aspergez presque du sang des créatures que vous avez tuées, vous laissez la tête du cerf posée devant vous. Vous êtes dans la violence et l'expression de cette violence. Les gens doivent comprendre
même s'ils ne le comprendront pas, que votre mentor est mort et que vous serez là pour venger sa mort. Lorsque vous reprenez conscience, vous êtes nu dans la forêt, épuisé. Le petit matin se lève. Il vous reste une journée épuisante, puisqu'il va falloir vous préparer pour ce soir, lors de l'assemblée, qui se situe, elle, dans la forêt d'Argonne, autour d'un chêne millénaire. Vous vous préparez donc. Est-ce que vous prenez quelque chose en particulier avant de venir à cette assemblée? Pour vous préparer, ou en prévention, peut-être J'aimerais prendre peut-être la seringue Ouais. pour l'exposer lors de l'assemblée. Les menottes, si on peut les mettre dans un tissu aussi, pour éviter de Je pense que nous tu blesser. peux trouver un... en faisant attention, il y a moyen de moyenner, oui. Moi, je prends ces deux éléments-là qui, je pense, nous permettront, d'intercéder pour nous lorsqu'on on sera face à l'assemblée. Lui, l'Armesan aurait rien amené de particulier de ce qu'on sait. Vous savez pas ce qu'il avait prévu. Après, les assemblées, il y a plein de fois où vous êtes relativement passif. Il n'y a pas forcément de... Les sujets vous concernent pas forcément directement. C'est autour des différents cairns, des cairns importants, et voilà. Vous allez donc à ce rendez-vous dans la forêt d'Argonne. Vous savez qu'une des particularités de ce cairn, c'est qu'il est en fait invisible aux yeux des humains. Il est maintenu dans cette forêt, invisible à l'œil de tous. D'ailleurs, les humains pensent que le seul chêne centenaire est à un endroit en particulier, il y a plein de gens qui vont, mais en fait, non, il y en a un qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus massif, et qui est protégé par les garous depuis maintenant, des siècles. Et justement, vous arrivez, il y a des feux qui ont été mis par les garous. Il y a des garous de toutes origines, de tous les cairns et de toutes les meutes du coin. Et l'ordre du jour est justement tenu par Briserock. Briserock qui est une griffe rouge, une garou de la meute du faux de Verzy, qui est un endroit très important. Elle prend la parole et elle explique qu'il y a un centre de distribution Pentex France qui doit être installé dans la montagne de Reims et qu'il faut absolument agir maintenant, car il faut commencer avant même qu'il y ait des attaques à faire. À ce moment-là, il y a un vieillard, vraiment plus qu'autre chose, qui s'exprime. C'est un enfant de Gaïa, et qui lève doucement sa patte. Avant que je le vois lever la main et avant que le débat là-dessus commence, j'avance pour prendre la parole, la tête légèrement baissée quand même, et je m'adresse à l'assemblée en leur disant que je ne prendrais pas la parole si ce n'était pas nécessaire et que je m'excuse platement de les interrompre, mais qu'on a Tranche-Nuit et moi quelque chose à leur dire qui est de la plus haute importance et à propos d'un potentiel danger pour nous tous. Je leur dis qu'ils ont peut-être remarqué qu'on est aujourd'hui seuls, car l'Armesan a été tué. Très bien. Combien tu as, s'il te plaît, en persuasion et sang-froid? J'ai 3 en persuasion et 3 en sang-froid. D'accord. Très bien. Tu es humble dans ta demande, mais très rapidement, ton ton et même tes gestes prennent une teinte plus violente. Tout simplement parce que tu exprimes la rage, la brutalité que tu as vécue en voyant cela. Et si le côté humble a un impact politique évident sur le fait qu'il ne faut pas arriver dans une assemblée, et mettre les pieds dans le plat, tu touches les garous par ton franc-parler aussi, et cette violence dans ton ton, dans ta voix, dans ce grognement que tu mets. Et du coup, il t'écoute, il te laisse parler. Et donc tu peux exprimer pleinement ce que tu avais dit, maintenant avec des mots un peu plus violents et évidemment emplis de rage. Je me tourne vers Tranche-Nuit à qui je fais signe de sortir
la fléchette et les menottes. Et tout en effectivement exposant la fléchette et la menotte, je suis aussi très humble, hein, comme a pu l'être Froid d'Ombre, et j'insiste sur le caractère et sur le fait que si nous nous permettons ensemble de prendre la parole à cette assemblée, c'est parce que nous pensons que tous ces événements représentent un danger pour nous tous. Ils l'ont écorché. Ils étaient préparés. Ils l'ont menotté, ils l'ont écorché, ils ont pris sa peau. Comme on prend un trophée. Tu vois que Brise-Rock, qui a une dent contre toi, on va être honnête. Je sais. Froid d'Ombre. Et elle commence à dire que si votre mentor est mort, c'est votre responsabilité. Mais, lorsque tu commences à parler du fait qu'il a été écorché vif, quelque chose change dans l'assemblée. Et clairement, le mot qui est utilisé est voleur de lune. C'est un mot que vous n'avez jamais entendu. Et c'est Petite Patte qui approche, qui est un marcheur sur verre, qui lui vient de Reims. Son cairn est situé dans une des caves souterraines de Reims, une cave gigantesque située sous la cathédrale de Reims et qui est gardée bien secrète de la part des garous. Petite Patte s'approche et vous, Petite Patte, vous l'aimez pas. Vous vous foutez de sa gueule en temps normal parce que c'est un marcheur sur verre. Les marcheurs sur verre, ce sont une tribu qui utilise la technologie, qui vit dans les villes. Et vous méprisez ça. Mais il vient et il explique que à l'heure de la technologie, les serviteurs du verre utilisent parfois les réseaux et diffusent des rumeurs. Des rumeurs qui sont malgré tout avérées. Qu'il est possible de voler la peau d'un garou. Et en la revêtant, et grâce à un rituel impie, de pouvoir commettre le sacrilège de devenir un voleur de lune, un loup-garou qui n'a pas été créé par Gaïa et qui n'est pas lié à Gaïa, des créatures immondes et intolérables. Est-ce que ce rituel implique la saignée de l'individu ? Il n'en sait pas plus que cela et plusieurs autres commencent à parler. Il y en a qui commencent à dire mais non, c'est pas possible. Et justement, il y a le vieux, l'enfant de Gaïa qui est là et qui justement s'appelle vraiment Vieux Croc. Oh mais non, rappelez-vous, la litanie dit que le calme... Et tu sais, il commence à balancer un truc comme quoi, voilà, il faut pas s'emporter parce que sinon on va révéler machin, que il est peut-être possible que, oui, la peau a été retirée, mais qu'après tout, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être... Et il commence à faire ça, et en fait, vous avez convaincu, par votre rage, par vos preuves, la foule. Mais le débat commence et vous commencez à voir ce qui se passe souvent dans les assemblées. Que une rage, des vagues d'émotions, tout simplement, se créent dans la foule. Des gens qui se poussent, qui s'expriment, qui hurlent. Et il y a une certaine tension qui commence à monter, en vous aussi, qu'on soit bien d'accord. Et puis, une voix tonne. Et impose le silence. Des pas lourds approchent. Il fait l'effort de venir sous sa forme Krynos pour s'imposer. Il est absolument noir. Il a des cicatrices visibles partout sur le corps. Un collier énorme avec une vertèbre. Et c'est une furie noire. Une tribu terrible
Et tout le monde chuchote, murmure son nom. Crève-Lune. Un ancien héros. Vous avez entendu sa réputation. Vaguement, vous vous souvenez vaguement. Il arrive et... il dit... Des voleurs de lune n'arrivent pas par hasard, vieux garou. Et tu sais, il le repousse. C'est dû au laisser-aller qu'il y a ici et partout dans cette région. Il faut agir maintenant. Et il arrive et il se place derrière vous. Il pose ses énormes pattes griffues sur vos épaules. Il fait... Je me redresse. J'ai entendu parler de la sombre bête. Voilà. Quelque chose de moderne, quelque chose d'important. Voilà l'héritage que méritent les garous. Et vous devez mener votre vengeance. Punir ces humains sacrilèges. Si je n'étais pas fatigué de mon voyage, je vous accompagnerais, mais... Sachez que j'ai entendu aussi... Il pointe vers Brise Rock. J'ai entendu aussi ce que vous avez dit. Nous attaquerons Pentex France. Nous dynamiserons ensemble cette assemblée qui semble bien faible et se reposer sur ses acquis. Mais maintenant, si l'Arme-Sang est mort, il n'y a plus d'anciens. Et elle regarde le vieux qui baisse les yeux. Qui valent le coup. Je prendrai cette place dès que vous reviendrez. Et du coup, t'as tout le monde qui commence à parler et tout. Il y en a. Vous entendez les murmures. Moi, je le regarde avec beaucoup d'admiration et je bois littéralement ses paroles, quoi. Je me dis... Et vous voyez qu'il y a beaucoup de loups comme lui. Il y en a d'autres qui parlent ensemble et qui font oui, c'est l'ancien héros. Il s'est battu contre Pentex. Il s'est battu aux côtés de l'Arme-Sang. Il y en a qui parlent de ça. Et vous savez pas tout de l'Arme-Sang. Et vous vous en rendez compte maintenant. C'est vrai que oui, il a parlé d'anciennes batailles. Il a parlé de... Vous ne vous rappelez pas exactement. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'appelle l'Arme-Sang ? Vous savez qu'il s'appelait l'Arme-Sang car il a gagné son nom suite à un sacrifice qui lui a demandé beaucoup, mais qui a été reconnu comme important et nécessaire. Il ne s'appelait pas l'Arme-Sang avant. Il a changé de nom pour ça. Tellement son geste était important et difficile. Rapidement, les gens commencent à le porter au nu et à vraiment crier son nom. Crève-Lune est déjà presque installé comme votre nouveau chef d'assemblée. Il reprend sa forme humaine, essoufflée. Vous voyez encore une fois les marques sur son corps et toujours ce collier avec cette énorme vertèbre qui, selon vous, pourrait totalement être humaine. Il parle avec, cette fois-ci, son allure humaine, plus petit, mais aussi marqué par la vie, à peu près l'âge que devait avoir l'Arme-Sang, un peu plus de la cinquantaine, peut-être même plus de 60 ans, c'est difficile à dire pour un garou car vous vieillissez plus lentement. Et il fait allez venger votre mentor. Trouvez-les et viscérez-les. C'est vrai, les voleurs de lune ? Oui. Ne laissez pas cette horreur se passer. Prenez les choses en main. Avant de partir, je lui dis qu'on a donné à l'Arme-Sang les rites qu'on a pu, avec les circonstances, et je lui dis où on l'a enterré. Et il en fait ce qu'il veut. Ils avaient l'air de se connaître, donc voilà, je lui laisse juste l'endroit. Et moi, je m'avance de lui avec cette fléchette et ses menottes, et je lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Est-ce qu'on a moyen de se préparer ? Il prend le sachet avec les menottes, et il fait...
À mon époque, les garous utilisaient l'argent des humains pour faire des clèves. Et vous avez entendu parler, ça c'est quelque chose qui ne se fait plus trop. Des énormes couteaux, des clèves en argent, qui étaient utilisés, certes, et infusés aussi pour être plus puissants, mais qui étaient aussi utilisés entre garous. Vous le savez. Et du coup, il fait peut-être est-il temps de reprendre cette méthode. Je trouverai un forgeron pour cette fléchette et il la prend et il l'écrase dans sa main. Il la met justement dans le même sachet pour pas polluer, parce qu'il n'est pas idiot non plus. Il fait peu importe, n'attendez pas. Agissez promptement dans la nuit. Ne les laissez même pas vous parler. Détruisez-les. Ce ne sont que des humains. Et s'ils ont déjà changé, n'oubliez pas que ce ne sont pas des garous. Les voleurs de lune ne sont rien que des immondices. C'est ici que cet épisode de Werewolf l'Apocalypse s'achève. Le prochain épisode arrivera la semaine prochaine. Cet actuel play est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. Il a été réalisé, monté et masterisé par Maxime Robinet. Les joueuses sont CC Trouille et Baki. Les musiques viennent du site Epidemic Sound. À très bientôt.